Nous assistons à chaque saison des pluies à des inondations provoquées par des pluies diluviennes. Et ces inondations ne sont pas sans conséquences. Éboulement de terrain, perte en vies humaines et surtout augmentation de l'indice des maladies hydriques. Le sujet est tellement préoccupant que nous avons décidé d'en parler dans ce numéro d'Hebdo Santé sur Medi 1. Bonjour à tous et bienvenue. Avec moi sur ce plateau des experts de la question, colonel Yeo Yepessina Marus, vous êtes pompier militaire et directeur des opérations de secours à l'Office national de la protection civile de Côte d'Ivoire, en abrégé ONPC. Bonjour colonel. Bonjour M. Kwaku. Également avec nous, Dr Fofana Diakaridia. Vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de la lutte antivectorielle à l'Institut national d'hygiène publique, en abrégé INHP. Bonjour docteur. Bonjour M. Kwaku. En tout cas, merci donc à tous les deux d'avoir accepté de participer à cette émission et de relever les risques sanitaires et sécuritaires liés aux inondations. Déjà, pour commencer, dites-nous, pourquoi à chaque saison de pluie, il y a inondation, colonel Yeo? Merci M. Kwaku. Avant tout propos, je voudrais vous remercier au nom du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et du directeur général de l'Office national de la protection civile qui ont permis que nous soyons présents sur ce plateau pour participer à l'action commune liée aux événements que vous évoquiez tantôt. Bien sûr. Pourquoi chaque année il y a des pluies et des inondations? On va dire de façon générale deux grandes causes. Les causes naturelles et puis les causes anthropiques, c'est-à-dire liées aux activités de l'homme. Alors, les causes naturelles, on ne le dira jamais assez, c'est les changements climatiques. Voilà, vous avez pu constater que partout dans le monde, des phénomènes climatiques exceptionnels sont observés. Pas plus tard qu'il y a moins de 2 mois, on remarquait dans des pays dits développés, on va citer un pays d'Europe, où les dégâts avaient amené les autorités à débloquer plus de 2 milliards d'euros pour faire face en fait aux conséquences des dites pluies. À côté de ces causes naturelles, nous avons les activités de l'homme. Les activités de l'homme, c'est tout ce que l'homme entreprend pour modifier l'environnement à son profit, pour son bien-être. Ces activités de construction, c'est des activités d'aménagement de l'environnement ou bien du paysage qui contribuent quelquefois, quand ces activités-là ne sont pas bien maîtrisées, à des effets liés à ces inondations-là. On a par exemple l'incivisme, on a l'indiscipline, on a entre autres choses un manque de responsabilité, il faut appeler les choses comme elles sont, de la part de certaines populations qui par habitude, parce que c'est des choses récurrentes et cycliques, ont tendance à baisser la garde. Et malheureusement, c'est au moment où ils baissent la garde que les dégâts les plus importants sont constatés. Donc, pour résumer, on va dire deux grandes causes, les causes naturelles et les causes anthropiques. Alors, on a ces inondations qui vont se caractériser par la montée des eaux après les pluies. Et on a envie de vous demander, docteur Fofana, cela comporte forcément des risques sanitaires. Bien sûr, mais bien avant, permettez-moi de dire merci à Medi TV, au nom du ministre de la Santé. Je nomme ici le ministre Pierre Dumba et tout son cabinet et le directeur général de l'Institut national d'hygiène publique, le professeur Beignet Bivro Joseph, qui m'ont permis de répondre aux préoccupations que vous avez soulevées ici. Effectivement, ces montées des eaux vont entraîner un certain nombre de problèmes de santé. Les risques de santé ici, il faut les situer à 2 niveaux. Pendant les inondations et après les inondations. Pendant les inondations, on a, comme vous l'avez dit, des montées des eaux. Les montées des eaux qui vont entraîner par exemple des cas de noyade, qui vont entraîner des éboulements. Et tout ceci va provoquer un problème de santé physique et même mentale, avec le déplacement des populations qui se retrouvent dans un certain endroit qui n'est pas le leur. Ils n'ont pas l'habitude d'y être, tout change. Donc mentalement, les populations sont affectées.
Il y a le problème d'hypothermie. Hypothermie entraînée par ces eaux. Quand vous dites hypothermie, c'est quoi? Hypothermie, on a froid. D'accord. On a beaucoup froid, pas comme d'habitude. Et ces eaux, en tant que griffe, c'est de l'eau sale. Donc ça va drainer avec elle tout ce qui est agent pathogène, notamment les maladies hydriques dont vous parlez tantôt. Je vais parler de les maladies diarrhéiques, le choléra, la fièvre typhoïde. Tout ceci sera entraîné par ces eaux-là. Et ça va contaminer nos eaux de boisson et nos aliments. D'accord, par quel mécanisme? Ça va rentrer dans les robinets, dans les tuyaux de canalisation? Et ça peut entraîner, la forte pluie peut entraîner des dommages au niveau de ces installations. Il peut y avoir des cassures. Et il y a un mélange souvent qui arrive où tu ne t'attends pas à recevoir de l'eau sale dans le robinet. Ça doit arriver à Abidjan ici et tu te retrouves avec de l'eau sale. Ça peut arriver. Et tout ceci, comme je le disais tantôt, ça c'est pendant. Mais après les inondations, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve maintenant avec des tas d'immondices d'ordures ménagères. Et ces ordures ménagères vont produire des nuisibles, notamment des mouches, des cafards, des moustiques. Et tous ces insectes-là sont des vecteurs de maladies. Et j'oubliais même pendant les inondations, on se retrouve subitement face à des reptiles dans nos maisons. Qu'est-ce qui a pu bien se passer? Ces reptiles sont des animaux à sang-froid, qui sont en perpétuelle recherche de bien-être, de chaleur. Et les montées des eaux vont les déranger dans leur habitat normal. Et ils vont se retrouver dans nos maisons. Si vous n'êtes pas fort, mentalement, ça vous crée un dommage. Et comme risque sanitaire encore concernant ces inondations, pendant les montées des eaux, les eaux sont chargées d'objets souvent tranchants, coupants, qui peuvent nous blesser, créer d'autres ouvertures et créer des plaies. D'accord. Pas mal de risques en tout cas, colonel Yo. Il a parlé donc d'éboulements de terrain, il y a l'aspect sanitaire, mais il y a également l'aspect sécurité. On peut avoir des accidents, on peut avoir même des maisons. Là, on a déjà vu ici des maisons qui se sont écroulées. Effectivement, au niveau sanitaire, dont a parlé le docteur Diakarida à l'instant, on observe des conséquences connexes liées ou indirectes liées aux inondations. Mais de façon directe, en ce qui concerne la sécurité, on observe des glissements de terrain, des éboulements, également des effondrements d'ouvrages. Vous avez plusieurs fois entendu telle maison est tombée ici, oui. Tel immeuble a penché de tel côté, lié à l'effet des eaux. À côté de ces risques, directs, il y a des risques indirects, les risques de noyade, les risques d'accidents, de suraccidents, électrocution, électrisation et des risques de rupture de fourniture de certains services essentiels, électricité et autres. Fort heureusement, en ce qui concerne la rupture de ces services essentiels, le gouvernement a pris toutes les mesures pour que l'effet des inondations n'ait pas de conséquences directes sur nos ouvrages qui, sont bien protégés. On a eu l'exemple de Bassam, qui est toujours en cours. Depuis 4 jours, Bassam est un peu sous les eaux et fort heureusement, les conséquences ont pu être limitées grâce à la mobilisation, à la coordination de l'ensemble des services. Et on peut noter qu'il n'y a aucune connexion entre les eaux de pluie et les eaux usées. Parce que c'est quand il y a ce genre de connexion que le risque sanitaire est présent et est aggravé. Donc, depuis 4-5 jours maintenant, Bassam connaît des inondations, mais il n'y a aucune communication entre les eaux usées et les eaux liées à ces inondations-là. Ça nous permet de rassurer les populations, de savoir que tous les services sont à pied d'œuvre pour leur apporter le secours nécessaire, mais également les maintenir dans un bon état de santé durant toute la durée
de ces événements qui, nous l'espérons, seront un souvenir lointain d'ici quelques jours. Alors bien sûr, on a vu un peu, je vais dire, l'efficacité, la promptitude avec laquelle vous agissez. Mais je vais revenir sur le cas de Bassam. Pourquoi est-ce que Bassam fait toujours partie des zones qui sont inondées, colonel? Bassam, c'est le cas à cause de sa position géographique. Proximité avec l'eau. La mer. Voilà, la mer et puis d'autres eaux intérieures. Mais également aussi, Bassam subit l'effet de ce qu'on appelle un risque lointain. Parce que quand il pleut un peu plus en amont, Bassam est un peu comme le réceptacle de ces eaux-là. C'est-à-dire, quelquefois, il pleut hors de la Côte d'Ivoire et Bassam se retrouve un peu sous les eaux parce que Bassam est le réservoir de ces eaux-là qui viennent de certains pays limitrophes. Fort heureusement, les nombreux travaux entrepris par le gouvernement depuis plusieurs mois maintenant ont permis d'obtenir des résultats très satisfaisants. Vous verrez que les travaux de l'embouchure qui sont en cours en ce moment, ainsi que des travaux internes à la ville historique de Grand Bassam, permettent d'enregistrer un bilan, on va dire, vraiment qui est satisfaisant. Parce que malgré toute l'eau que Bassam a pu enregistrer, on ne note aucune perte en vie humaine. Et malgré le fait que nous avons mis en sécurité 60 familles pour plus de 225 personnes, aucun blessé n'a été enregistré. C'est le lieu de saluer nos valeureux pompiers qui sont déployés sans discontinuer depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du territoire national, et la bonne coordination entre les différents services et forces sur le terrain, le tout sous la coordination des autorités préfectorales qui ont été instruites par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour activer les différents comités locaux de lutte. Alors, vous l'avez dit, on voit effectivement qu'il y a des risques. Les inondations représentent donc de véritables risques pour la population. Alors, il faut agir. Ouais. Lorsqu'il y a ces inondations, vous êtes alerté, vous faites les secours. Qu'est-ce que vous faites? Comment est-ce que le secours est organisé? Déjà, avant la période, les unités d'intervention directe du dispositif de protection civile, on va dire plus simplement, les pompiers sont mis en alerte. Dans le dispositif de protection civile en Côte d'Ivoire, on a deux branches. On a les pompiers militaires de création beaucoup plus ancienne, 1914, et de création beaucoup plus récente, on a les pompiers civils. Tous ces personnels-là sont mis en alerte sur l'ensemble du territoire national pour apporter le secours prompt dont les populations ont besoin. Donc, ce dispositif de mise en alerte permet de réduire les délais d'intervention, permet de couvrir, en fait, on va dire quadriller les zones sensibles et permet d'assurer une surveillance beaucoup plus accrue de ce qu'on appelle les zones à risque. De ce fait, ce dispositif préventif-là permet de protéger déjà en amont les populations, et quand c'est nécessaire, l'intervention est menée pour mettre en sécurité les personnes impactées et pour apporter du secours aux victimes, c'est-à-dire les blessés, et protéger aussi bien l'environnement que les biens. D'accord. À votre niveau, docteur Fofana, oui. Au niveau donc de l'hygiène publique, comment est-ce que vous intervenez là lorsque les populations sont sous les eaux et sont pris au piège même par, je vais dire, l'inondation? Oui, je pense qu'à ce niveau, à la suite du colonel Yeo, on rassure déjà les populations du risque, on ne peut pas dire zéro, mais risque réduit quant à la consommation de l'eau. Quant à la consommation de l'eau, puisqu'il n'y a pas eu de mélange de ces eaux-là. Mais il y a un autre risque qui existe, c'est la consommation des fruits et légumes. Et ces fruits et légumes sont souvent inondés. Et donc, il faut faire très attention à cela. Et il faut véritablement les laver et
désinfecter. Donc quand les eaux descendent un peu, il faut les désinfecter. Il faut vraiment les laver. Il faut qu'on passe par là. D'abord, il faut les laver proprement et puis la désinfecter. Parce que la désinfection aussi, c'est un autre problème. C'est un autre problème encore. Si c'est pas bien fait, c'est un problème de santé que tu crées. On a tendance à généralement dire de laver et de désinfecter avec de l'eau de javel. Mais le dosage, ça crée souvent problème. Pour un volume, par exemple, de ce gobelet-là, un volume d'eau de javel de 12 degrés, il faut le diluer ça avec 59 volumes pour pouvoir désinfecter. Donc, vous voyez un peu que ça nécessite une certaine connaissance. Bon, pour revenir à votre question concernant nos interventions sur le terrain, présentement, nos équipes sont déjà sur le terrain pour évaluer la situation qui se présente et comment apporter le soutien déjà du ministère de la Santé à ces populations-là qui ont été délocalisées dans des écoles et dans des églises. Il faut les assister au niveau vestimentaire, au niveau des vivres. Ça, c'est fait. Et aujourd'hui, nous avons, au niveau du ministère de la Santé, activé déjà ce qu'on appelle le COUSP. Le Centre des opérations d'urgence de santé publique est déjà en alerte en cas véritablement de situation compliquée pour pouvoir mobiliser toutes les équipes. Et les équipes, c'est véritablement les équipes d'intervention rapide qui sont vraiment constituées de beaucoup de compétences, notamment les psychologues, des biologistes, des médecins, des communicateurs, parce que la communication ici a un rôle très très important pour pouvoir sauver des vies. Et l'après inondation, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir des retenues d'eau par-ci et par-là qui va entraîner la prolifération de certains insectes. Mais le plus important là, c'est la prolifération des moustiques. Et généralement, les moustiques qui prolifèrent dans ces situations-là sont les moustiques vecteurs de paludisme. Donc, si les dispositions ne sont pas prises, on aura un certain nombre, une flambée de cas de paludisme. Donc, les dispositions sont prises dès le retrait des eaux. Les équipes d'intervention rapide seront sur le terrain pour accompagner les populations, parce que ça se fait avec elles, en les sensibilisant pour que ces populations-là comprennent aussi le risque lié à ces retenues d'eau-là. Éliminer toutes ces retenues d'eau autour des maisons et puis les traiter et éliminer les moustiques pour pouvoir réduire la transmission des maladies. Alors, j'avais parlé des produits, oui, allez-y. Voilà, et en plus des moustiques, n'ignorons pas la prolifération des cafards et des mouches. Ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire comme insectes? Ils vont transmettre aussi des maladies comme les maladies diarrhéiques, comme le choléra, la fièvre typhoïde. Qu'est-ce qui va se passer? Avec les inondations, certains excréments qui n'ont pas été, où les personnes n'ont pas fait les selles aux bons endroits, vont se retrouver à la surface et les insectes qui se posent sur ces excréments-là peuvent transporter les germes pour les déposer sur les aliments. D'où la nécessité en cette période-là de laver régulièrement les mains. Mais quand il lave régulièrement les mains, il faut couvrir les aliments déjà prêts à la consommation et laver soigneusement les fruits et légumes avant consommation. D'accord. À côté, je voulais revenir sur l'eau même de consommation. Là, vous n'avez pas trop développé à ce niveau. L'eau de consommation, vous avez dit que ça peut être affecté. Oui. Mais quand il y a inondation, comment est-ce que on consomme l'eau de robinet? On ne touche pas? Bon, ou alors il y a une manière de purifier cette eau avant de la consommer? En fait, en cas d'inondation, c'est vraiment une équipe multisectorielle qui intervient. Une équipe multisectorielle, toutes les compétences interviennent. Il va falloir d'abord donner l'assurance aux populations d'utiliser cette eau-là avec toutes les garanties. Sinon, l'idéal, ce serait de faire très attention. Parce qu'en pareille situation, il y a l'ONP, l'Office national de l'eau potable, qui intervient, qui apporte de l'eau aux populations pour éviter toute situation qui va exposer leur santé. D'accord. Voilà. D'accord. Alors, colonel Yeo, on va revenir donc au dispositif d'intervention. Tout à l'heure, docteur Fofana a parlé donc de multi-sectoriel. Vous êtes assez, je vais dire, assez partenaires qui intervenaient en même temps. Comment est-ce que vous arrivez donc à coordonner tout ça? Très bien, merci M. Kouakou. En fait, c'est un dispositif
interministériel qui travaille selon un plan de travail interministériel, le tout sous la coordination et la direction de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, qui est le directeur national pour tout ce qui est gestion de la politique de protection civile de Côte d'Ivoire. D'accord. Il confie cette mission-là de façon opérationnelle, la direction donc opérationnelle de ces secours-là, au directeur général de l'Office national de la protection civile, qui est chargé de gérer l'ensemble du dispositif de protection civile, qui comprend au premier plan, comme je le disais tantôt, les pompiers, qu'ils soient militaires ou civils, mais aussi également toutes les structures interministérielles dont le concours est nécessaire pour adresser cette question des inondations. C'est pour cela qu'il y a un comité interministériel de lutte contre les effets néfastes des pluies diluviennes qui se réunit régulièrement et qui chaque jour fait un point au poste de commandement installé à la direction générale de l'Office national de la protection civile, qui est chargé de coordonner l'ensemble des opérations sur toute l'étendue du territoire national. Tous les ministères y participent, et même si un ministère ou une structure de façon structurelle ou bien de façon, je veux dire, de façon écrite, n'est pas prévu dans ce dispositif, mais dont le concours peut être nécessaire pour adresser une quelconque question, ce service va être requis par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité pour apporter le concours que nous jugeons nécessaire pour apporter le meilleur secours à nos populations et pour protéger aussi bien nos biens que notre environnement. Voilà donc le dispositif qui est mis en place et qui est activé au moins 2 mois, voire 3 mois avant la période des pluies pour permettre de mieux prendre en compte et de maîtriser au mieux ce phénomène qui est connu, qui est prévisible et dont les services techniques dont la Côte d'Ivoire dispose fort heureusement assurent une alimentation en information vraiment des plus acuites possibles. Vous avez dit prévisible, on peut donc justement, on va terminer par ça, hein, mais je voudrais revenir un peu sur l'intervention de toutes les autorités. Récemment, on a vu à Bassam, Madame le Préfet qui est allée lorsque les inondations, je veux dire les populations, étaient donc inondées. On a vu Madame le Préfet qui est allée donc sur le théâtre des opérations pour constater et pour donner des directives afin qu'on puisse dégager donc la voie pour laisser passer l'eau. Donc c'est prévisible, vous l'avez dit. Donc en termes de recommandations pour prévenir donc tous ces cas d'inondation, qu'est-ce que vous dites, colonel Yeo? Merci Monsieur Kwaku. Pour prévenir ces cas d'inondation, en fait, on va en appeler à la responsabilité individuelle et collective de l'ensemble de nos concitoyens. Malgré toutes les dispositions qui peuvent être prises et qui sont prises par les gouvernants pour adresser au mieux cette situation d'inondation à laquelle aucun pays du monde n'échappe, aussi bien pays dits développés que pays moins développés, il faut dire que le premier maillon, c'est la population elle-même. Il faut qu'elle contribue et joue pleinement son rôle pour que l'ensemble de ce dispositif-là soit le plus efficace possible. Donc, c'est de les inviter déjà à éviter les zones à risque, éviter les zones inondées, avoir un œil en permanence sur les enfants dans ce genre de période-là, s'informer régulièrement sur les sites officiels qui sont à risque, qui sont les sites gouvernementaux, les sites de l'Office national de la protection civile et de toutes les unités d'intervention du dispositif de protection civile sous la coordination du directeur général de l'Office national de la protection civile, le tout supervisé par Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et aussi
appelez les secours en cas de besoin. N'appelez les secours qu'en cas de besoin. Si le temps le permet, je vais rapidement donner les numéros auxquels on va les donner maintenant. Voilà, très bien. Donc pour le dispositif d'intervention directe, on a les unités de pompiers militaires et les unités de pompiers civils. Pour les unités de pompiers militaires, le tout sous la supervision du GSPM, on a le 180. Le 180. On a ensuite le 2x01 93 28. Pour les unités de pompiers civils, on a 3 numéros différents. 07 89 32 32 32. 05 74 32 32 32. D'accord. 01 50 32 32 32. Voilà. Donc, utilisez ces numéros-là voilà. En cas de nécessité. D'accord. Alors, très rapidement, on termine avec vous, Dr Fofana. Oui. Alors, on peut également, je vais dire, en termes de prévention de ces risques sanitaires liés donc aux inondations. Oui, effectivement, par rapport aux risques sanitaires, le conseil et puis la prévention va aller directement en fonction. Au fait, en ce moment précis, pendant les inondations, il faut que les populations quittent ces endroits-là. Et on recommande vivement le lavage des mains à ces populations, laver régulièrement les mains. Avec la prolifération des moustiques et autres, on conseille également de dormir sous des moustiquaires imprégné d'insecticides. Mais avec le retrait des eaux, qu'est-ce qui va se passer? Il va avoir également un certain nombre de vecteurs qui seront là. Et donc, on recommande à ces populations-là, dès leur retour dans les maisons, de procéder à un grand lavage. Parce qu'il y a un certain nombre de microbes et tout ça qui sont dans la maison. Il va falloir laver ces maisons-là, éliminer ces microbes et désinfecter. Et j'y reviens encore, c'est cette désinfection-là, l'étape de la désinfection-là qui est très importante. Parce qu'il faut laver et désinfecter. Donc, il faille que ces populations se rapprochent de nos services pour la bonne dilution de l'eau de Javel, pour pouvoir rendre le cadre de vie plus agréable. D'accord. En tout cas, merci donc pour toutes ces informations et ces recommandations, ces conseils, messieurs. Docteur Fofana Diakarida, je rappelle que vous êtes entomologiste médical, chef de service adjoint de la lutte antivectorielle à l'INHP, qui est l'Institut national d'hygiène publique de Côte d'Ivoire, un département important du ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Merci encore à vous. Merci à vous, colonel Yeo Yepesina Marus. Vous êtes pompier militaire et directeur des opérations de secours à l'ONPC, l'Office national de la protection civile de Côte d'Ivoire. À travers vous, merci au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie et qui remercie Medi TV, votre organe. Merci en tout cas à l'équipe de réalisation de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à vous pour l'intérêt que vous lui accordez. À très bientôt pour un autre numéro, toujours sur Média.